Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit donc d'une restitution pour le volet industriel de l'ISCCT qui s'est déroulé en Colombie. Au total, c'est 89 publications qui ont été réalisées pour ce congrès-là, pour le volet industriel. 14 pays y ont participé, donc principalement l'Amérique du Sud, le continent qui accueillait l'événement. Une belle présence des États-Unis, de l'Inde et de l'Europe, avec toujours la présence habituelle de l'Australie et de l'Amérique du Sud. Les thématiques principales sont toujours les mêmes au niveau de l'ISSCT. D'un point de vue usine, on a le process qui est très fortement représenté avec plus de 44% des publications. Le volet des coproduits avec 34%, ce qui montre l'importance de l'économie circulaire dans nos industries sucrières. Et enfin, l'ingénierie qui représente 22%. Au niveau des coproduits, de l'économie circulaire, 11 publications colombiennes et 5 d'Argentine. Globalement, il faut rappeler que l'Argentine accueillait le précédent congrès sucrier qui a eu lieu en 2019. Donc ils ont été assez présents au niveau des présentations. Les États-Unis, l'Inde, l'Australie, le Zimbabwe en revalorisation agricole et 2 publications françaises portées par Ercan. Au niveau des coproduits, l'axe majeur qui a été développé, c'est donc la valorisation énergétique des coproduits. On verra que l'énergie a été très présente dans ce séminaire-là, avec plus de la moitié des publications. Après, derrière, 21% au niveau de la revalorisation, on va dire chimique, des coproduits, à travers la production en fait de molécules d'intérêt. Et enfin, 14% des articles sur la revalorisation agricole des coproduits. Donc, énergétique, on va aborder la production d'hydrogène vert, la gazéification de différents coproduits, la bagasse, les résidus de canne. On va parler donc des impacts de la combustion des résidus agricoles également, l'optimisation des consommations vapeur et enfin l'intégration de l'éthanol dans le diesel, puisque dans l'essence c'est déjà bien connu, maintenant le diesel ça commence. Au niveau de la conversion chimique et catalytique, donc des coproduits, ça reste encore au stade, on va dire, expérimental labo, voire projet pilote, avec la création de molécules d'intérêt, principalement pour les bioplastiques, les biocarburants. Enfin, en revalorisation agricole, production de biochar, également compost et transformation de la vinasse. Alors, valorisation énergétique, l'hydrogène vert, 2 modèles ont été présentés. La Colombie nous a présenté un modèle de production d'hydrogène vert à partir de gazéification de la bagasse, et cela en reformant le gaz synthétique via la vapeur de la sucrerie. C'est la première méthode qui a été présentée. Vous voyez à droite les prix colombiens et indiens d'ailleurs. Le deuxième modèle de production d'hydrogène vert, c'est tout simplement d'utiliser l'énergie qui est disponible en fait en sucrerie, l'énergie qui a un très faible coût. D'ailleurs, très souvent, il ne parle pas uniquement de biomasse pour ce modèle-là, mais un modèle biomasse plus solaire qui permet donc de pouvoir supporter les besoins énergétiques d'une électrolyse de l'eau pour la production d'hydrogène vert. L'hydrogène, pourquoi est-ce qu'on en parle en sucrerie? C'est une énergie qui est facilement stockable, transportable, contrairement à la bagasse qui est beaucoup plus difficile en fait à conserver. Également, transformation secondaire, la production d'ammoniac qui est un marché assez porteur. Les résidus de récolte, 2 modèles également. Donc la gazéification des résidus de récolte, des résidus de canne, puisqu'en fait, on retrouve ça sur différents pays. Il est estimé qu'entre 30 à 70% des résidus agricoles pourraient être disponibles pour une revalorisation industrielle. Ça dépend forcément des terroirs, des champs, etc. Donc en Argentine, dont certaines usines ont encore besoin de gaz naturel, ils ont estimé en fait qu'en gazéifiant les résidus de récolte, avec 5 kg de résidus de récolte, ils pourraient produire du gaz pauvre directement, qu'on pourrait directement brûler dans les chaudières actuelles, et ça représenterait l'équivalent de 1 kg de gaz naturel.
au lieu de gazéifier donc les résidus de récolte, la combustion. Donc c'est une manière assez simple finalement de les valoriser. Il a quand même été mesuré les impacts que ça peut avoir sur les chaudières actuelles, puisque les résidus de récolte engendreraient comme une très légère baisse d'efficience. Hein. Des dépôts supplémentaires, donc là c'est les chiffres qui sont là, c'est pour l'intégration de 2 à 3% de résidus de récolte dans la bagasse, et également une légère hausse des dioxines et furanes, mais qui reste dans des seuils largement acceptables, même pour les seuils en Europe, pas uniquement les seuils colombiens dont c'était issu, qui sont quand même bien supérieurs aux seuils européens. Ce qu'il faut noter, c'est que brûler ces résidus de récolte dans les chaudières engendre de la corrosion qui n'est pas liée au soufre, mais plutôt à des sels hygroscopiques. L'éthanol, comme je le disais, l'Inde a déjà atteint 18% d'intégration de l'éthanol dans l'essence, dans leur blend. Pour 2026, ils vont aller vers les 20%. Maintenant, qu'en est-il de l'intégration de l'éthanol dans le diesel? Au niveau du diesel, une étude donc colombienne a montré qu'en l'injectant directement dans l'air des turbos, dans l'air de combustion des turbos, des hausses de rendement en puissance en couple et également une diminution des gaz à effet de serre a pu être observée. Le deuxième modèle qui a été présenté, c'est carrément donc le mélange directement de l'éthanol avec le carburant, où ici, le plus efficace a été trouvé avec une intégration de près de 28% d'éthanol. Si on passait à plus de 30%, des ratés moteurs avaient lieu. Je tiens à préciser qu'ici, c'est plutôt des petits moteurs. On parle de moteurs de tricycle, de voitures. On n'en est pas encore sur les groupes électrogènes, etc. Bien, donc ça c'était les principaux points de valorisation énergétique des coproduits. Maintenant on va aller sur la conversion chimique et catalytique. Donc une étude réalisée aux États-Unis nous a montré l'intérêt de la bagasse pour créer en fait des biocides et des antibiofilms. Biocides, donc les nanoparticules d'argent, qui sont créées à partir de la bagasse, sont très efficaces contre toutes les formes de bactéries, que ce soit les grammes plus, les grammes moins, c'est-à-dire les salmonelles, les E. coli. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'ils inhibent les biofilms. Les biofilms qui sont fortement liés aux leuconostocs, qui sont nos principaux ennemis en sucrerie. Ça reste au stade expérimental pour le moment. Également, à partir de la bagasse, une fois de plus, la création de CMF, donc des molécules d'intérêt pour les biocarburants et bioplastiques. Tout ça, c'est très souvent adossé à des technologies en fait de catalyse. À partir de la mélasse, alors ce modèle-là, je l'ai choisi puisque c'est un modèle qui a été industrialisé à Providencia, donc une sucrerie colombienne. Ils produisent de l'acide lactique, donc ils utilisent le substrat de mélasse et d'hydrolysa, vous pourrez le voir à droite. Donc ils utilisent forcément les sucs fermenticibles qui viennent nourrir en fait une bactérie, donc le Lactobacillus plantarum, qui est bien connu pour pouvoir produire donc de l'acide lactique. Et donc à partir de ce mélange mélasse-hydrolysa, ils arrivent à avoir des rendements de 94% et produire 107 grammes d'acide lactique par litre de substrat. Ercan, en partenariat avec AgroParisTech, a également travaillé donc, sur la production d'acide aconitique, qui est un des acides les plus présents dans la vinasse. Pour l'instant également, donc en stade laboratoire expérimental, le taux de récupération est annoncé à peu près à 61%. Revalorisation agricole des coproduits. Donc au Zimbabwe, il nous a été montré donc, la valorisation de la vinasse en sulfate de potassium. Une fois de plus, l'intérêt est de pouvoir stocker et transporter justement ce sulfate de potassium, ce qui est assez difficile avec la vinasse. Donc ici, ils ont réussi à atteindre en fait des puretés de 95%, ce qui est largement acceptable pour une valorisation agricole, et une récupération moyenne de 89%. À noter que pour l'instant, ils arrivent à se positionner sur le marché donc, de la vente de ce produit-ci, mais uniquement sur la vente au détail au Zimbabwe. Par rapport à l'import ou à l'export en plus grosse quantité, ça reste compliqué. Le biochar, donc un gros sujet qui a été présenté en valorisation agricole au niveau industriel. Les Australiens nous ont donc fait l'analyse de quelles matières premières utiliser pour produire du biochar. Donc ils ont essayé avec de la bagasse et avec des résidus agricoles.
et à différentes doses, donc 0,8 tonnes à l'hectare ou 1,6 tonnes à l'hectare de biochar. Ils ont fait un seul apport et ont suivi cela sur 3 repousses. Le meilleur rendement et le meilleur gain en fait en tonnes sucre à l'hectare observé finalement, c'est les résidus agricoles à une dose de 0,8 tonnes à l'hectare qui ont réussi à donner un gain par rapport aux témoins de 31% de plus de sucre à l'hectare. Bien, donc ça c'était pour le volet donc coproduit. D'un point de vue ingénierie, donc ici on a eu 22 publications qui ont été présentées, donc toujours la Colombie, pays hôte, et l'Argentine, lieu du précédent congrès. Les États-Unis, on peut dire un petit peu faiblement représentés quand même. L'Inde, qui a beaucoup présenté sur l'ingénierie, forcément. L'Australie, l'Afrique du Sud, et on commence à voir une présence européenne un petit peu plus poussée sur ce niveau-là, donc avec une présentation de la Belgique, de l'Allemagne et une de la France. Idem que pour en fait les coproduits, l'axe principal a été donc l'optimisation énergétique avec plus de 50% des publications une nouvelle fois et l'optimisation des procédés donc avec 30% des publications. Donc d'un point de vue optimisation énergétique, il nous a été présenté des complexes sucriers ultra performants, des chaudières multicombustibles, le séchage de la bagasse et également donc les meilleurs modèles de chaîne d'évaporation et la recompression mécanique de la vapeur. Au niveau de l'optimisation des procédés, l'automatisation de la cristallisation et son optimisation, et également des choses assez intéressantes que j'ai pu trouver sur en fait la prédiction des pôles et BRICS. Donc au niveau de la cogénération, il nous a été présenté donc l'usine de Pony, qui est une des usines qui a la chaudière à plus haute pression qu'on peut voir en industrie cannière. Je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qui a été annoncé, puisqu'en fait, elle a une pression de 112 bars, ce qui est assez élevé pour l'industrie sucrière. Et forcément, elle est multicombustible, bagasse très fine et biomasse alternative. Donc cette chaudière est couplée à une turbine de 19,5 MW qui peut atteindre des rendements assez intéressants forcément, de 3,7 kg par kWh quand elle est en condensation. Également présenté au niveau de l'usine de Balrampur, toujours en Inde, sur des chaudières existantes de 87 bars. Ils ont installé en fait un système de séchage de la bagasse. Vous pourrez voir ici donc la bagasse humide sortie moulin et à côté donc la bagasse séchée. Tout simplement pour sécher cette bagasse, ils utilisent donc les gaz des cheminées pour venir la sécher. Les gains qu'ils ont obtenus sont assez intéressants puisque l'humidité de la bagasse a été baissée de près de 10%. Le PCI, donc le pouvoir calorifique de la bagasse, a monté de 21%. Et donc le ratio vapeur-bagasse a été amélioré de près de 12%. Des gains, pas forcément secondaires, mais autres ont été observés. Forcément une baisse des températures de fumée, la réduction de l'excès d'air, la réduction du CO2 et des matières en suspension. ISGEC, quant à eux, ont continué à travailler sur les chaudières mixtes bagasse-vinasse. Historiquement, ils arrivaient à limiter en fait les températures de vapeur à 400 degrés. Ça leur posait des problèmes en fait technologiques. Ils ont réussi donc à améliorer leur concept. Donc maintenant, ils arrivent à injecter 3,4 tonnes par heure de vinasse sur une chaudière de 120 tonnes par heure de débit vapeur. Tout simplement, je ne pense pas que ça a été simple, pardon. Ils ont amélioré le concept de grille tournante. Ils ont redimensionné le foyer. Le réchauffeur d'air qui était initialement horizontal a été passé en vertical et ils ont changé la métallurgie du surchauffeur et le système d'atomisation de la vinasse dans le foyer. Le sorgho, donc une céréale, une étude cette fois-ci d'Argentine a permis en fait de voir l'impact de brûler et d'incorporer des résidus de sorgho à la bagasse. On cherche toujours donc différents coproduits. Les résidus de sorgho étaient assez intéressants pour eux puisqu'ils avaient un pouvoir calorifique, donc un potentiel énergétique finalement bien supérieur à la bagasse, de 7% supérieur, et supérieur aux résidus de canne également.
mais son taux en potassium, en fait, étant assez élevé, ça posait quand même certains problèmes en fait, de formation de mâche-fer, d'encrassement des tubes et de corrosion. Le maximum qu'ils ont vu pour pouvoir être en fait usinés dans les chaudières standard sucreries est à peu près donc un mix de 20% sorgho et 80% bagasse. La consommation électrique également. Là, on a vu donc tout ce qui était production, mais en consommation, FIV nous a présenté donc par secteur les points d'attention où on pouvait obtenir donc des gains énergétiques en termes de consommation. Ils ont mis en évidence la diminution en fait des consommations électriques lorsqu'on met un shredder en ligne plutôt qu'un shredder alimenté d'un point de vue gravitaire. Et ils ont également mis en évidence l'impact du réglage de l'enclume sur les consommations électriques, avec un taux de préparation qui reste quand même assez stable. On pourrait gagner jusqu'à 17% d'énergie électrique avec une variation du réglage de l'enclume. Également, au niveau du broyage, FIV nous rappelle que bien que les diffusions aient un taux d'extraction plus intéressant qu'une batterie de moulin, il consomme quand même 20% de vapeur en plus par rapport à une batterie de moulin. Ici, il était présenté donc la comparaison avec une batterie de moulin électrifiée 1000 max. L'évaporation, donc on verra cette étude-là un petit peu plus en détail ultérieurement, mais ils ont mis en évidence en fait l'impact des flots tombants, donc cette technologie d'évaporateur par rapport aux évaporateurs de type Roberts qui sont assez courants dans nos industries. Et à nombre d'effets équivalents, on pourrait gagner donc 9% de consommation vapeur en changeant donc de type d'évaporation. Bien sûr, plus on monte le nombre d'effets, plus les gains seront importants. En dernier point, ils nous ont rappelé que l'automatisation de la cristallisation était très importante, pas uniquement pour la qualité et la stabilité en fait, de nos produits finis, mais également en termes de consommation vapeur, puisque une cristallisation bien automatisée peut faire gagner jusqu'à 4%, automatisée et sur laquelle on a une gestion de l'eau assez stricte. Alors, IGEC, donc ça reprend un petit peu finalement ce qu'avait présenté FIV, puisque IGEC a mis en place donc des évaporateurs à flot tombant, des cuites discontinues et continues, utilisant donc des vapeurs VP5, VP6, et ils ont optimisé donc le réchauffage des joues via les condensats, et ils ont réussi à obtenir donc une efficience énergétique de 260 kg de vapeur par tonne de canne, donc sur leur usine de Bindal Papers, en Inde. L'objectif de cette usine-là était d'économiser de l'énergie puisqu'ils veulent prendre la bagasse qu'ils auront économisée pour en faire du papier. C'est un gros modèle indien, la valorisation de la bagasse en papier. Donc on le voit d'ailleurs au niveau des chaudières, puisque leurs chaudières, vous pouvez le voir, acceptent donc de nombreux coproduits tels que les balles de riz, les copeaux de bois qui sont associés en fait au pif de bagasse, donc la bagasse très fine, la bagasse brute étant envoyée en papeterie. De son côté, BMA tire les mêmes conclusions puisqu'ils ont réussi à comparer donc, des corps d'évaporation à flot tombant de 4 effets jusqu'à 7 effets pour voir donc, les impacts en consommation vapeur et estimer les pertes en sucre que ça pouvait engendrer. Donc le modèle, on voit bien ici, hein, donc, entre le quintuple effet Roberts et le quintuple effet donc, en flot tombant, on voit bien qu'il y a une vraie chute au niveau des consommations vapeur et également en perte sucre. Et l'optimal a été annoncé donc avec un 7 effet en flot tombant sur lequel ils associent donc une recompression mécanique de la vapeur. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la vapeur qui sort du dernier corps, la recompresser avec de l'électricité et la réinjecter soit dans l'évaporation pour la réutiliser une dernière fois, soit l'envoyer en cristallisation pour faire tourner leur cuite. Donc avec cela, le modèle qui est présenté ici donc par BMA nous permettrait d'atteindre donc 240 kg de vapeur par tonne de canne. On peut noter également une très forte baisse en fait, des pertes en sucre, puisque plus on a d'effets, plus on va diminuer les deltas de température entre les évaporateurs et les temps de passage. Le dernier point au niveau de la réduction des consommations vapeur, donc c'est ce que je disais, la MVR, la recompression mécanique de la vapeur, vous pouvez le voir ici, donc est installée sur les vapeurs du dernier corps. Ça a deux avantages, soit ça peut permettre donc de diminuer
les consommations vapeur. On estime que ça peut nous aider à diminuer ça d'à peu près 12 points. Ou alors, c'est un système qui peut permettre d'augmenter les capacités actuelles de vos corps d'évaporation. Le gain estimé est à peu près de 25% de capacité en plus, sans rajouter de corps, en utilisant de la recompression mécanique de la vapeur. Il faut faire attention, ce n'est pas applicable de manière aussi simple en fonction de l'installation que vous aurez. Sur des Roberts, vous n'aurez pas forcément les mêmes rendements que sur des flots tombants. Donc cette technologie maintenant est assez intéressante vu le coût de l'énergie en sucrerie, puisqu'en fait avec 1,4 MW d'énergie électrique, vous allez réussir à produire jusqu'à 7 MWh d'énergie thermique. Donc on a un coefficient de 5. Au niveau donc, de la cristallisation, en ingénierie, DESEC nous a proposé leur modèle d'automatisation avancé qui est basé sur un contrôle strict de la supersaturation et l'élimination totale des ajouts d'eau en cristallisation. Donc ils ont implémenté ces modèles-là en Thaïlande et ils ont réussi à obtenir des gains en consommation vapeur de l'ordre de 11%, en passant de 430 kg de vapeur par tonne de canne à 380. Également, 10% des temps de cuisson ont été améliorés. L'ouverture moyenne a été stabilisée, maîtrisée, idem pour le CV qui est inférieur à 30. Bosch, quant à eux, nous ont présenté une nouvelle technologie de tubes de cristallisation, donc ce qu'on appelle les dimple tubes. C'est des tubes qui présentent des cavités, vous pouvez les voir en bas à gauche. Ces cavités en fait vont engendrer de la turbulence dans la cuite et du coup améliorer le coefficient de transfert au sein des appareils de cristallisation de l'ordre de 14%. Donc là également, en fait, le temps de cycle peut être réduit de 32%, donc ça a deux avantages. Soit en mettant ces tubes-là dans nos cuites actuelles, on peut augmenter la capacité des installations existantes, ou alors décaler les prélèvements vapeur en utilisant des vapeurs plus faibles pour finalement avoir les mêmes temps de cristallisation. Donc, cette nouvelle technologie qui a été présentée vient en concurrence, par exemple, au système d'agitation et au système de nid d'abeilles qui ont déjà été présentés un petit peu précédemment. Le contrôle qualité et l'aide à la décision. Donc, on a vu l'émergence de la spectronomie proche infrarouge, ce qu'ils appellent NIR. Et cette technologie-là a été présentée pour l'usine et pour les champs. Donc, elle permet de prédire, c'est un grand mot, du moins d'estimer les pôles et Brix de différents produits de manière très rapide pour des prises de décision rapides pour l'exploitation. Au niveau de l'usine, le taux de corrélation entre le laboratoire et la spectronomie proche infrarouge est de l'ordre de 90%. Et au champ, elle est encore plus intéressante puisqu'elle atteint 99%. Pourquoi? Moins il y a d'impuretés dans les produits analysés, plus on a un taux de corrélation élevé. Donc au niveau de l'usine, ça va nous permettre d'analyser les jus, les sirops, les mélasses pour prendre des décisions rapides et obtenir donc notre pôle et notre Brix. Au niveau des champs, donc avec un petit moulin portatif qu'ils ont emporté en fait dans leur remorque aux États-Unis, ils arrivent à broyer quelques tiges de canne, à analyser le jus et grâce à cela, ils peuvent prendre des décisions en temps réel sur la maturation, sur les dates de récolte et également sur les prédictions en fait, de rendement à l'hectare en sucre. Ce qui était intéressant, c'est que ça permet de faire les analyses bord-champ et du coup d'avoir des gros gains logistiques au lieu de transporter les échantillons de canne vers l'usine où se situent les laboratoires par exemple. Bien, la dernière thématique que je voulais aborder, donc c'est la thématique on va dire, principale quand même du volet industriel, il s'agit des procédés. Donc là, très forte présence toujours du pays hôte, la Colombie, très grosse présence des États-Unis sur ce domaine-là, l'Inde également, l'Australie, l'Afrique du Sud et également une belle présence européenne avec une présentation du Danemark, de l'Allemagne et 4 présentations donc en France qui ont été effectuées entre autres par des partenariats pays. Les principaux axes qui ont été traités, donc on va en aborder, là c'était un petit peu plus diversifié, donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile de sélectionner les axes, mais j'ai sélectionné donc la clarification, la cristallisation et l'industrie 4.0. Ici, 38 papiers ont été proposés, donc l'impact des impuretés et des non-cannes dans l'épuration, la gestion microbienne et
des modèles d'épuration secondaire qui sont ajoutés dans les usines. En cristallisation, également, l'impact des dextranes, complètement lié en fait au non-CAN, et les mesures en temps réel et suivi en temps réel de la cristallisation. Enfin, l'industrie 4.0, qu'est-ce qui peut être mis en place en mesure et en aide au pilotage de nos usines pour améliorer les rendements. Donc, en clarification et stabilisation du jus, en Colombie, ils se sont rendus compte avec l'augmentation très forte de la coupe mécanique qu'on a eu des baisses en fait, de pureté au niveau des jus de l'ordre de 2 à 3% et une augmentation des pertes mélasse qui pouvait arriver sur certains sites jusqu'à 20% d'augmentation des pertes mélasse. Donc ils ont refait un travail de présentation des bonnes pratiques de l'épuration, qui va donc de la stabilité des débits en épuration, le contrôle des pH, des températures et le maintien du phosphate à peu près 200 ppm. Mais ce qu'ils ont surtout pu mettre en évidence, c'est la sélection de biocides qu'ils jugent très efficaces donc, pour gérer les infections. Il s'agit des biocides terpéniques et les acides peracétiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux USA, l'USDA a trouvé finalement également un intérêt donc, à l'acide peracétique, qui a un très fort taux de létalité sur toutes les bactéries et levures. Donc c'est bien l'acide peracétique qui a été ciblé lors de ces deux études-là. Un autre point, outre les biocides, en fait, les bonnes pratiques ont été mises en place sur le site donc, de Providencia en Colombie au niveau des filtres rotatifs à écume. On compare, vous voyez à droite, la solution conventionnelle, donc un simple lavage des filtres rotatifs à écume à l'eau chaude une fois par quart, avec une solution qui utilise donc le lavage extérieur du filtre, avec une solution de nettoyage à l'eau chaude des internes de tubes, c'est-à-dire tous les faisceaux de tubes internes au filtre sont nettoyés une fois par quart à l'eau chaude. Et ils ont pu voir effectivement une baisse significative des acides lactiques, des acides volatiles, des mannitols, qui représentent en fait les infections sucrières, vu que c'est ce qui dégrade le fructose. Et on a eu en fait la part de ces infections au niveau des filtres rotatifs dans les pertes indéterminées qui ont été diminuées de 14 à 35% pour 2 à 9%. L'épuration complémentaire, donc c'est une présentation donc, de Aplexion en partenariat avec Process Solutions America, qui a mis cette épuration secondaire en place dans 4 usines, dont 2 Tereos Brésil. Il s'agit donc sur le jus clair, donc qui a déjà été épuré, de mettre en place une double filtration à 200 microns et à 100 microns qui permet de réduire la turbidité du jus clair de 23% et les particules, les matières en suspension de 50%. À la suite de ça, ils utilisent donc une résine cationique qui a l'avantage d'ailleurs d'être régénérée par de la mélasse et quant à elle, elle va permettre de réduire de 90% la dureté du jus. Le gain, en fait, il est au niveau donc, de l'entartrage. Elle va permettre donc de réduire les arrêts pour maintenance des réchauffeurs et surtout des corps d'évaporation. Au niveau de la cristallisation, comme on disait, l'augmentation de la coupe mécanique et des non-cannes dans l'usine, on a vu une hausse des dextranes présents en cristallisation. Et donc Sénicania a mesuré l'impact du traitement de ces dextranes par donc, du dextranase associé à un tensioactif. Ils se sont rendus compte, donc vous voyez sur le bar graphe de droite, le coefficient, en fait, la vitesse de cristallisation. Et en rajoutant du dextranase plus du tensioactif au niveau de l'égout A, on va pouvoir augmenter donc, la vitesse de cristallisation et réduire les élongations de près de 27%. Aux États-Unis, ils ont eu en 2022 pas mal de problèmes également d'élongation des cristaux, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas lié au dextrane, qui est habituellement ciblé lorsqu'on observe ces phénomènes de cristaux allongés. En fait, ils ont pu établir que ces élongations de cristaux étaient causées par le fructane. La difficulté du fructane, c'est qu'il va s'intégrer dans le cœur du cristal lors de sa croissance et qu'il ne pourra pas être détruit par le dextranase. La cristallisation avancée,
donc comment suivre notre cristallisation. Donc Ipro nous a fait part donc, de leur concept donc, de caméra qu'ils installent donc, sur la cuite, qui permet donc d'observer les masses cuites en direct, en live, et analyse les images toutes les 2 minutes afin de nous donner une distribution granulométrique des cristaux dans les cuites. Cela permet d'anticiper la création de fines, donc de diminuer forcément les pertes, et d'ajouter de l'eau en fait uniquement quand c'est nécessaire. Il précise bien que ce modèle-là doit être installé uniquement lorsqu'un système d'automatisation poussé est déjà présent sur l'atelier de cristallisation. De leur côté, Sénicania a un autre concept. Au lieu d'avoir des mesures en ligne, ils ont tablé sur l'échantillonnage qui permet en fait de traiter une multitude de produits. Donc ils peuvent analyser grâce à un microscope en ligne, enfin pas en ligne, un microscope, pardon, différents produits. Et lorsqu'ils prennent plus de 12 images, ils ont un taux de corrélation très intéressant qui permet d'obtenir également donc, une distribution de la granulométrie sur le produit. Ça a permis, entre autres, une application concrète, de détecter des casses de tamis au niveau des égouts, en analysant les égouts, en voyant qu'il y avait des gros cristaux qui étaient passés à travers. Donc ça, c'est déjà en place à Providencia, où ils font plus de 8000 analyses par an grâce à ce système. L'industrie 4.0, donc le dernier point de cette présentation-là. En Colombie toujours, Sénicania a mis en place le système DataCane, qui regroupe 6 usines et mesure en live 150 variables. Ça leur a permis de supprimer le papier, d'avoir des dashboards et des KPIs vraiment disponibles par type de public. Les opérateurs, les ingénieurs, le board peuvent donc avoir tous leurs indicateurs de manière directe. Également, ces analyses de variables en continu permettent d'estimer les pertes en sucre en ligne, c'est-à-dire tout le temps, on va avoir les estimations de pertes en ligne. Lorsque l'usine est stable, le taux de corrélation entre les pertes usines donc de ce logiciel de prédiction permet d'atteindre une fiabilité de plus de 90%. Ça va permettre aux opérateurs, lorsqu'ils vont toucher une variable, directement de mesurer l'impact sur les pertes usines. Le dernier point que propose donc ce logiciel, c'est l'aide à la décision. Par exemple, au niveau des corps d'évaporation, on va plus faire des grattages en disant OK, on a passé X mètres cubes de jus dans les corps d'évaporation, ou la pression a monté de temps au niveau de des turbines. Là, ici, en fait, ce logiciel-là arrive à calculer en direct le coefficient de transfert de chaleur de la ligne d'évaporateur. Et ils ont installé des seuils à partir desquels ils vont déclencher les interventions. Donc c'est sur des données mesurées et fiables. Ça leur a permis de diminuer de près de 30% les arrêts pour nettoyage et évaporation. En Inde, ils sont en train de développer également donc, un logiciel. Il n'est pas abouti, il est en cours de développement, qui est basé donc, sur les supervisions actuelles des usines, où ils vont faire donc, de l'analyse de performance, des systèmes d'alerte et mettre en place des algorithmes de logique et des logiques de contrôle. Il n'est pas abouti, mais ce qui est intéressant dans leur papier, c'est qu'ils ont annoncé donc, secteur par secteur les paramètres de performance qu'ils ont ciblés et toutes les entrées qu'il faut avoir pour piloter en fait, les indicateurs. Voilà un petit peu pour la partie process. Si je devais récapituler le volet industriel qui a été présenté à l'ISSCT, vous avez bien compris que le thème majeur était l'optimisation de la production énergétique, l'optimisation des consommations énergétiques, comment exploiter les coproduits à partir donc, de leur revalorisation agricole. Les études de revalorisation chimique restent quand même un axe majeur d'études, mais n'ont pas encore passé les modèles projet pilote ou expérimental dans leur grande majorité. L'impact de la coupe mécanique sur l'industrie sucrière, comment la maîtriser, et bien sûr donc le suivi, le monitoring avancé de nos industries pour une meilleure rentabilité. Je vous remercie.